Hubert est ancien élève de l'école normale supérieure d'Ulm. Il a fait son DEA en 1984 à l'ONERA, puis il est parti faire une thèse en automatique à l'Université de Montréal, et il est revenu en 89 à l'ONERA. Et donc il va nous parler de cette énigme de l'aéronautique. Donc il a déjà écrit un article pour la lettre 3AF que vous avez reçu. Je laisse la parole, Hubert. Voilà, donc c'est une aventure qui dure à peu près 3 ans. Hein. L'ONERA a participé à la recherche de morceaux de fragments de noyaux d'un réacteur de la Centrale. Et on a participé au traitement des données pour finalement, sur les anciennes données radar, réussi à retrouver un des fragments qui a finalement été récupéré. Donc, je vous raconte un peu toute l'histoire, mais en insistant un peu sur ce qu'on a fait nous. Donc ça a commencé, cette histoire, le 30 septembre 2017, pendant un trajet Paris-Los Angeles par un Airbus 380. Alors le trajet, cette distance-là, il monte assez au nord, hein, il survole le sud du Groenland. Et donc, au moment où ils étaient au sud du Groenland, ils ont fait une détonation et ils ont perdu une grosse partie de leur réacteur numéro 4. Alors c'est un genre d'incident qu'on a complètement confiné, c'est-à-dire que les débris sont partis dans toutes les directions. À la différence de ce qui se passe quand par exemple il y a une ingestion de volatile ou quelque chose comme ça, on est dans un réacteur et qu'on perd des palettes, les débris partent par la turbine, donc par la tuyère. Tout ce qui sort par la tuyère, c'est pas très grave parce qu'on se débrouille quand on construit un avion, pour que en face de la tuyère il n'y ait pas de choses sensibles. Par contre, quand il y a une intégration de disques, des éléments partent dans toutes les directions et c'est un événement qui est extrêmement dangereux. Alors les avions modernes comme la 380 sont conçus pour survivre dans 95% des cas à une rupture de disque, mais il y a quand même 5% des cas où l'avion ne survit pas. Ça, c'était le réacteur le plus dangereux, parce qu'en fonction du sens de rotation du réacteur et de déjection des fragments et du fait qu'il est plus en arrière, il y a plus de chances que le fragment traverse le longeron avec une conséquence catastrophique. Donc, voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est toute la partie qu'on appelle soufflante. Hein. Donc, vous voyez, à l'avant du réacteur, il y a la partie qui est à haute température de pression, qui est la partie centrale, mais ce sont des réacteurs modernes qui sont très liés à trop de taux d'ébullition. Donc l'essentiel de la force motrice du réacteur passe par une sorte d'hélice carénée, hein, qui est la soufflante, qui est cette espèce de grosse hélice à l'extérieur. Là, au moment où l'explosion s'est produite, on leur a demandé de changer de niveau, donc ils étaient en équipe de croisière et on leur a demandé de monter un tout petit peu. Donc, bizarrement, une montée en croisière, ça correspond à un régime assez élevé, parce que l'air est moins dense, donc pour obtenir la même poussée, il faut que ça veut dire que le régime est très élevé, et donc c'est un régime qui est assez fort. Et donc c'est à ce moment-là que la pièce est brisée. Alors là, c'est la partie qui a disparu, mais il faut vous donner une idée de ce que vous voyez sur l'image. Donc voilà, l'avion a réussi à rejoindre la base de Goose Bay sans encombre, en fait, parfaitement volable à traîner. Il a pu redécoller 76 jours après et il est retourné en service depuis. J'ai un collègue qui l'a utilisé d'ailleurs, qui l'a pris pour aller à Los Angeles. Voilà, alors un truc comme c'est un accident qui est très sérieux, tout de suite il y a une enquête qui est déclenchée, donc là c'est toutes les personnes impliquées dans l'enquête. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde sur les enregistreurs de vol, hein, les fameuses boîtes noires, mais qui sont restées dans l'avion, pour essayer de trouver où se produit l'incident, pour essayer de retrouver au sol les débris, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a plus assez de pièces qui restaient sur le moteur après pour comprendre. Et donc en fait, on a retrouvé, à partir des mesures d'accélération de l'avion sur la trajectoire, on a vu à un moment il y a une brutale accélération croisière, et puis après ils ont procédé à dévier leur plan de vol. Donc on a trouvé à quel endroit s'était produit l'accident. C'est à cet endroit-là, c'est au-dessus de la calotte polaire, une zone complètement inhabitée, à 100 km près de l'endroit habité le plus proche, donc c'est une zone qui est météorologiquement qui est assez moyenne, hein, donc là on était en septembre, fin septembre, et donc en fait 5 jours après on a pu enfin aller survoler la région. Donc un hélicoptère, au bout de 5 jours il y a un hélicoptère qui a été sur place et récupéré des morceaux, donc récupérer, photographier, cartographier les débris. Donc la plupart des débris étaient entraînés par le vent, donc l'événement s'est produit ici, et en fait les vents dominants ont entraîné les débris dans un panache de débris sous le vent là. Et donc l'hélicoptère a essayé de récupérer une partie des débris, il a renoté les positions des débris qu'il n'a pas eu le temps de récupérer. Et les débris ont été ramenés à Narsasua pour des analyses par les experts.
Alors très vite, là c'est la façon dont on ramène les débris, hein, dans un filet sous l'hélicoptère. Et très vite on s'est rendu compte qu'en fait on n'a pas récupéré le morceau du moyeu. Alors bon, clairement, vu que le système s'est déterré complètement, ce ne sont pas des pales qui sont déterrées. Si c'était des pales, ça serait resté confiné. Donc c'est probablement le moyeu qui s'est brisé. Donc on n'a pas cette pièce-là, et c'est cette pièce-là qui contient la cause de l'accident. Donc il y a eu une très forte motivation pour retrouver ça. Donc ils ont tout de suite demandé aux gens pourquoi cette pièce n'est pas dans le panache. Alors peut-être qu'elle est tombée différemment, elle est plus lourde, etc. Donc ça a lancé plusieurs choses. Alors, vous voyez dans les différentes pièces qui ont été récupérées, il y a un blindage, là, cette chose qu'on voit par terre là, devant le pied de l'hélicoptère. C'est cette espèce de ceinture en Kevlar qui entoure la zone de trajectoire des pales. Et ce blindage, c'est un blindage qui est un peu fait avec le même matériau que les gilets pare-balles. Ça va retenir les pales en cas de perdre une pale de soufflante et faire que la pale après part par l'artillerie. Bien entendu, ça ne peut pas résister à un truc, le noyau c'est un truc qui pèse au total 300 kg, hein, ça ne peut pas résister à un fragment de noyau qui part. Alors d'après les calculs qui ont été faits par le constructeur qui a essayé de simuler la rupture d'un noyau, il y a un fragment qui pèse 100 kg qui part à 400 à l'heure et l'autre qui part à juste 200 à l'heure qui pèse plus lourd. Donc des choses comme ça, c'est pas arrêté par un blindage en Kevlar. Mais par contre, le fait que le Kevlar ait été récupéré, ils ont pu le remonter et puis le remettre sur une maquette et puis essayer de comprendre par où étaient partis les morceaux. Ça a permis de déterminer les angles de départ des morceaux. Le calcul de simulation leur a permis d'évaluer la masse des morceaux, et puis après on a demandé à des spécialistes de balistique, alors il y a Ariane Espace et le STB qui sont spécialisés dans les retombées de fusées et les retombées de satellites, de lanceurs, ils connaissent très bien ce genre de calcul, ils savent faire ce genre de calcul, donc ils ont fait des calculs qui les ont amenés à prédire une zone dans laquelle sont retombés les morceaux. Alors là vous avez le code couleur correspond à la direction de l'éjection, hein. Bon, les couleurs ne sont pas très belles, mais ça vous donne une idée des types de calculs qu'ils font. Ils essaient de voir toutes les directions de lancement, toutes les énergies de départ, et puis en fonction de la vitesse du vent, de la durée de chute, etc. Ils calculent un nuage de points des zones d'impact au sol, et ils en déduisent une zone de recherche. Les zones de recherche sont quand même assez grosses, ça fait 1 km² pour la zone primaire, qui est la zone la plus froide, mais la zone complète fait 6 km². Et en fait, vous verrez qu'on a cherché sur une zone qui fait plutôt 100 km². Donc dès qu'ils ont pu revoler de nouveau, alors à J+8 ils ont pu refaire un vol, et puis après à J+11 ils ont fait des vols encadrés dans la zone dans laquelle ils avaient supposé que les morceaux retomberaient, ils n'ont rien vu. Alors pour la petite histoire, dans le premier des vols, maintenant qu'on sait où on a récupéré un morceau, ils sont passés à la verticale du morceau. Le bout de la petite flèche bleue là indique la direction, la position où on a effectivement trouvé un morceau 3 ans après, enfin 2 ans après. Et en fait l'hélicoptère est passé dessus, il ne l'a pas vu. Simplement parce que c'était 8 jours après, et en 8 jours, la neige poudreuse qui est en surface a été soufflée, et puis probablement anti-cratère dans lequel c'était déposé. À J+11, non seulement ils ont pu voler, donc c'est le 3e vol qu'on pouvait faire sur la zone, mais en plus on a pu avoir une acquisition satellite. Le satellite Pléiade a pu faire une acquisition satellite, parce que les zones polaires elles sont tout le temps couvertes par les nuages. Je ne sais pas si vous regardez sur Google Earth, en général c'est difficile de trouver des zones où il n'y a peu de nuages. Si vous avec Copernicus vous récupérez des données de cette région-là, vraiment insister pour trouver une image où il n'y a pas de nuage. Et donc, juste la première image, c'est la Pléiade sans nuage, sur laquelle on voit l'hélicoptère qui est posé avec l'ombre de l'hélicoptère, on voit le pilote. Moi, je pense que c'est il y a des gens qui me disent que c'est un fragment que le pilote de la deuxième tâche, mais moi, je pense que c'est l'ombre de l'autre pilote en fait, qui prend la photo. Et puis les fragments, c'est le petit point noir qui est au milieu. Mais donc, on voit les pilotes en train de collecter un fragment. Et à 14 jours, il y a eu la deuxième prise satellite, deuxième vision satellite par Pléiade. Et en fait, sur cette vision, la seule chose, c'est que cette vue, donc 2 semaines après, la seule chose qui émergeait encore, c'était ce gros débris qu'on appelle le débris numéro 4. C'est une raison de sa position dans les nervures, c'est une sonde nerveuse. C'est une grosse nervure et un bout du carénage qui n'intéressait pas les enquêteurs. Ils l'ont photographié au début, c'était un objet encombrant, ils ont emmené la photo, les enquêteurs ont dit ça, on n'a pas besoin, ça ne nous servira pas, et donc ils l'ont laissé sur place. Et ça sera très utile pour la suite. Et c'est la seule chose qui est encore visible de l'espace, hein, c'est visible ce petit point noir là sur une grande étendue blanche. Pour le trouver, on a rien, parce que on a trouvé ça sur 100 km², on a trouvé cette petite tâche. Donc on s'est dit qu'on va retrouver avec ça le moyeu, c'est mort au bout de 15 jours. Donc où ça s'est produit dans une zone qu'on appelle une zone d'accumulation. Alors une zone d'accumulation, parce qu'on aurait pu se dire, bon, on va attendre que ça fonde en été, l'été suivant, la neige va fondre, on va retrouver. Ben non, parce qu'en fait, c'est un endroit où c'est une zone d'accumulation, c'est-à-dire toute la neige qui tombe, elle reste.
En été, la surface fond un petit peu, l'eau se percole un petit peu entre les grains de neige et puis forme une couche d'une dizaine de centimètres de glace bien compacte. Et puis la neige retombe l'hiver suivant, et donc la neige s'accumule à près à 1,50 m par an. Elle finit par se tasser, donc ça fait plus que 60 cm une fois que c'est tassé, et ça coule lentement vers l'océan. Et ça, voilà, en fait, ce qui se passe, là, c'est le petit point rouge représente ce qui serait devenu des fragments. Alors, les fragments qu'on n'a pas récupérés, c'est ce qui va leur arriver, en fait. Ils vont petit à petit s'enfoncer, enfin, être recouverts par la neige et glisser lentement vers l'océan, et puis finir dans un glacier frontal et dans un iceberg, et finir au fond de l'océan après la fin de l'iceberg. Donc, et ça, après, la durée de ce trajet, ça risque d'une dizaine de milliers d'années à peu près. Il fait toujours beau sur les photos, parce qu'on prend les photos justement quand l'écho peut venir et quand il fait beau. Voilà, donc au bout de 2 mois passés, ils sont essayé de se demander comment on pouvait essayer de retrouver comme ce moyeu sur place, quoi. Et donc ils ont demandé à l'IGN s'il avait des moyens de voir à travers la neige. Et l'IGN s'est rappelé qu'il y a pratiquement 25 ans auparavant, l'IGN avait travaillé avec le NERA sur des histoires de neige. Et on avait observé que la neige était... on avait observé que notre radar voyait à travers la neige. En fait, on avait dû refaire une mesure et on avait même fait des interférogrammes entre une image prise avant une chute de neige et une image prise avec une chute de neige de 20 cm. Et on observait la surface du sol, sous la neige. On mesurait la hauteur du sol entre les deux, en faisant l'interférence entre les images. Et donc, on se dit, bon, 20 cm de neige poudreuse, hein, en Alsace, c'est très transparent. On sait d'expérience d'ailleurs que le sable sec, tous les matériaux pauvres et secs sont généralement transparents aux endroits du haut. Dès que c'est humide, dès qu'on passe au-dessus de zéro, ça fond en surface, ça devient conducteur et là c'est fixe, c'est bon. La glace aussi isolante, donc la glace ici on peut voir. Voilà. Donc on s'est dit, bon voilà, on a quelque chose qui voit avec qui vient couvrir une assez large zone, c'est de l'imagerie, hein, aéroportée. On observe de plus près que les satellites. Il existe des radars sur satellite aujourd'hui, hein, qu'on peut même basculer pour regarder un pôle ou changer l'orbite éventuellement si vraiment il y a une motivation importante. Mais le satellite il est à 800 km, donc il a un rapport ciel-abri qui est beaucoup défavorable par rapport au nôtre. Nous on peut regarder où on veut, dans n'importe quelle direction, si on veut faire le tour de la zone de recherche et regarder dans toutes les directions, alors que le satellite il est conditionné par le centre orbital. Donc on s'est dit, bon, on peut proposer quelque chose que ne peut pas faire un satellite. Et donc voilà, ce qu'on a amené de Groenland, c'est ça, hein, c'est un système radar qui est maintenant sous un Falcon 20, ou Whistler 20, c'est le même avion. Et les radars sont les têtes radars sont dans des pods sous les ailes, là, et le reste de l'électronique est dans la cabine. Et donc on a emporté trois bandes radars. Bon, les bandes radars, en fait, ils apportent des lettres, hein, mais c'est pour des couleurs, en quelque sorte, hein, c'est plus grave. De la bande télé, hein, la bande télé, on sait, l'intérêt de la bande télé, c'est que c'est celle qui est utilisée par les glaciologues quand ils utilisent un radar apporté à la main pour observer dans la glace. On sait que ça se propage bien dans la glace, que ça se propage assez loin. Par contre, le problème, c'est que la résolution n'est pas très élevée et que la cible étant, les dimensions de la cible, c'est dans l'ordre de 80 cm pour la pièce complète. C'est de l'ordre de la longueur d'onde, donc la SER n'est pas très élevée. Hein, parce que la SER, c'est ce que ça renvoie, l'écho-radar. Quand l'objet devient petit par rapport à la longueur d'onde, son écho-radar est relativement faible. La bande L, c'est la bande du Wi-Fi, grosso modo, c'est un peu une résolution intermédiaire donc on pense que c'est plus absorbé, mais par contre que la SER de la cible va être plus élevée, et la bande X, c'est la résolution la plus élevée, probablement l'atténuation la plus forte aussi. Mais par contre, la longueur d'onde est petite par rapport à la cible, hein, c'est de l'ordre de 3 cm, c'est beaucoup plus petit que la cible. Donc l'écho-radar envoyé est relativement important. Comme on ne savait pas à l'avance s'il valait mieux pénétrer et détecter avec un écho faible ou pénétrer peu, être très absorbé mais avoir un écho de la cible fort, ben, en gros cette espèce de compromis qu'on ne connaissait pas à l'avance, on a envoyé les 3 composantes. Donc, l'intérêt qu'on est dans une zone complètement isolée, c'est une zone désertique. On n'a pas de contraintes sur l'utilisation du radar. On peut utiliser les fréquences qu'on voulait, mettre tout ce qu'on veut. La seule chose qu'on a dû couper, c'est la fréquence de détresse. Donc, si jamais il y avait une expédition polaire qui était en détresse à ce moment-là, il faut tout s'émettre. Voilà, vous verrez que dans les bandes du HF, on a une légère coupure dans la bande. On a été gêné aussi pour les bases de calibration par le lien satellitaire de Gay-Lussac. On était basé à Gay-Lussac et l'antenne satellite nous gênait parce qu'elle fonctionne en bordel. Donc là, en haut, c'est l'image avant filtrage du signal satellite, et puis on a pu le filtrer en fait, comme c'est un signal qui est assez prédictible, le signal satellite, on a pu le filtrer. Et on a aussi brouillé un radiotélescope, mais bon, on a sympathisé après avec l'astronome, mais on est excusé.
Ça, c'était la mesure prise par, de notre radar prise par le télescope. Alors, pendant l'hiver qui a suivi, on nous a fourni un moyeu. Donc là, vous voyez un moyeu, il manque à peu près un tiers du moyeu à l'extérieur qui a été scié pour. Vous allez voir si ce cire qui a été scié. Donc ça, c'est un morceau de moyeu assez gros. On nous a donné aussi une palle de soufflant qui est un peu plus loin sur la tête d'IKEA là-bas. Et on a fait une image de ça. Parfois, on a même mis de l'ascendant radar autour, mais pour faire une mesure à peu près de la sécurité de la cible, pour avoir une idée de ce qu'on cherche. On a aussi, aussi préoccupé du fonctionnement de notre radar au milieu polaire, parce que c'est un radar qu'on avait conçu au départ pour fonctionner dans des ambiances polaires. Et donc, il fallait éviter qu'il gêne. Donc, on a dû ajouter des petits éléments chauffants sur certains composants critiques sensibles, parce qu'en fait, quand vous avez un ordinateur portable, vous avez des ventilateurs qui s'allument quand il fait chaud, mais quand il fait très froid, le problème c'est que l'esprit conducteur est isolant, et là ça marche plus du tout. Donc il ne faut pas que ça descende trop froid quand même. Si vous refroidissez trop votre portable, si vous faites couler j'ai vu des vidéos où les mecs faisaient couler de l'air liquide dans le radiateur, ça marche pas en fait. Ça marche plus après. En dessous d'une certaine température, l'esprit conducteur marche plus. Donc on a mis des petits pattes chauffants là, et on a envoyé notre matériel voilà, on a envoyé 3 tonnes de cargo avec donc les bords de radar, parce que l'avion est venu tout nu parce que les radars freinent en fait, et donc ils n'avaient pas une réaction suffisante pour faire le trajet avec les radars. Donc les radars sont venus dans la 300 qui fait la liaison avec Congarussac, et on avait aussi un centre de calcul de campagne, et puis tout l'équipement qu'il faut pour installer les radars sous l'avion, parce qu'il faut des équipements de manutention pour installer ces radars sous les ailes et les fixer, etc. Donc il y avait 2 tonnes de matériel. Voilà, à proximité de la zone de recherche, il y a 2 aéroports utilisés par le Falcon, un Congarussac, qui est là où on est installés tous, et le centre de calcul de campagne, et puis il y a un Saint-Sois qui servait d'escale pour les vols. Alors pour des raisons de distance entre les 2 aéroports et de sécurité, on a été limité à 30 minutes à 3 quarts d'heure sur site, parce qu'il fallait qu'on puisse rejoindre l'aéroport. Alors ça c'est Congarussac, c'est un aérodrome c'est une piste internationale, c'est assez bon. Par contre, Saint-Sois, c'est une piste un peu plus hard, c'est assez court. C'est un espèce de béton fait de gravier et d'eau gelée. Et c'est face à une montagne. Donc, vous avez une montagne avec les vents dominants qui descendent de la calotte, donc c'est ce qu'on appelle les vents catalytiques. Donc voilà, la prise des gaz sur un réacteur là, c'est un peu chaud. Contre ça avait l'air peut-être un peu plus dynamique avec des cinoches, des cafés, des restaurants, tout ça. Congarussac 300 habitants. J'ai passé 15 jours là, c'est un peu 300 quasiment. Ouais, on fait le tour. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on savait à l'époque sur les calottes glaciaires? On savait que les calottes glaciaires, depuis 1976 en fait, on sait que les calottes glaciaires, c'est très brillant. Alors on s'en est rendu compte, c'est les archéologues qui se sont rendus compte, ils ont regardé les satellites de Jupiter, et ils se sont aperçus que sur les 3 satellites galiléens, en fait, il y en a un qui n'a pas un écho très fort, c'est Io, et les 3 autres qui sont plutôt à queue, ils ont des échos très très forts. Et en fait, ce sont des modèles de calottes glaciaires, ça. Ce sont des mondes glacés, c'est des boules de glace. Et donc ils se sont dit, vraiment, les calottes glaciaires, ça a l'air d'avoir un écho très très fort par rapport à la roche. C'est beaucoup plus brillant que la roche. Et alors ça j'ai confirmé après, parce que depuis ces années-là, on a lancé les satellites radar, RSA en premier, qui observe les régions polaires, qui sert à éviter les actions avec les icebergs, à faire le mapping de la banquise. Et donc on sait que la banquise ça brille bien, quoi. C'est un contraste positif par rapport à la mer. La mer est sombre et la banquise est très claire. Alors, l'exploration radar de la glace, ça a été fait, typiquement les géologues font ça avec ce qu'on appelle les GPR, c'est-à-dire ils posent une antenne radar directement en contact avec la surface, ça leur évite d'avoir l'écho de surface. Et ils regardent à l'intérieur. Ça fonctionne avec l'ouverture du radar. Les antennes radar sont relativement petites pour être déplaçables, et donc le rapport entre taille d'antenne et longueur d'onde est faible, donc le diagramme est large. Donc on n'a pas une très bonne résolution spatiale quand on fait ça. Donc, en plus, il faut être à la surface et se balader. Vous allez voir qu'ils ont fait ça en fin de compte. Une autre solution, c'est de faire un sprint à un sondeur, c'est-à-dire mettre sur un avion ou sur un hélicoptère qui regarde un peu en hauteur, mais le problème c'est qu'on a toujours la même situation, c'est-à-dire que la largeur de la zone qu'on résout avec notre radar, c'est cette espèce d'arc de cercle dans la glace, et dans lequel notre cible va être un peu diluée. Alors plus on monte haut, si on le fait avec notre avion à nous, on a fait des sondeurs pour des raisons d'évaluation de la progression à la glace, vous verrez tout à l'heure. Si on ne peut pas décaler la cible en passant dessus, en faisant ça, parce que la cible est mélangée avec toute la zone qui est en rouge là. Et donc le contraste, la cible est noyée dans le fouillis de l'environnement.
En SAR, on vise de façon oblique, hein, donc on a cette zone-là. Alors, suivant la longueur d'onde qu'on utilise, alors que là en plus aigu, ça va moins pénétrer, on va moins pénétrer dans la glace et donc on aura la cible moins mélangée avec de la glace. Mais par contre, la cible aussi risque d'être atténuée, hein, parce que si la cible est en limite de détection, elle sera atténuée aussi. Donc elle sera moins mélangée mais aussi atténuée. Donc c'est un peu, il y a toujours un compromis qui n'était pas clair au départ. Alors on a fait quand même des modélisations pour essayer de comprendre ce à quoi on fait s'attendre comme contraste. Donc on a pris les mesures qu'on avait fait sur notre tarmac là, avec la cible. Et vous voyez que ça varie beaucoup en fait. C'est classique de tous les objets qu'on mesure au radar. Quand on mesure un objet au radar, hein, la réponse d'un avion ou même de n'importe quel objet, sauf quand c'est conçu pour être un réflecteur, hein, vous verrez tout à l'heure, la SER varie en fonction de la direction de visée. Donc dès qu'on varie, ça fait des pics, des creux, des reflets quoi, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'en fait vous éclairez votre cible avec votre radar et puis vous récupérez un reflet. Et si vous prenez vous avez l'objet qui vous renvoie le reflet vers vous, ben, quand vous regardez du papier aluminium froissé avec une torche dans le noir, ben, de temps en temps ça brille, de temps en temps ça brille pas. C'est encore mieux avec les diamants. Si vous regardez votre bague en diamant dans le noir, sur la plage, vous essayez avec une lampe torche, vous ne verrez pas, et puis tac, vous prenez le reflet. Ah, il est là, mais après le reflet il a disparu. Donc c'est un peu ce phénomène-là. Et donc on a regardé aussi, d'après les littératures, ce qu'on avait comme niveau de rétroaction de la glace, et on a fait une estimation des contrastes. Et on s'est rendu compte que grosso modo, on avait un contraste. Alors, en radar, on dit toujours qu'il faut 13 dB, c'est-à-dire un facteur 20, que la cible soit 20 fois plus haute que le fouillis pour la détecter facilement. Et on dit, bon, grosso modo, on s'est dit, bon, ça marche à peu près en bande X et en bande UHF. En bande L, ça passe pas visiblement, mais bon, on a la bande L entre les deux, on va quand même essayer. Et on devrait y arriver. Mais par contre, comme c'est évidemment la réponse dépend de la direction, il n'y a que quelques directions dans lesquelles le contraste est suffisant. Donc il faudra faire des mesures dans différentes directions autour de la zone pour être sûr de prendre un reflet. Donc voilà, pour donner une idée, ça c'est une modélisation, donc c'est du clutter, c'est un morceau de la colonne glaciaire, hein, mis au niveau qu'on attendait, 0 dB, et dans lequel au milieu j'ai mis un petit point blanc que vous voyez au milieu, là c'est un écho du niveau maximum de la cible qu'on a mesuré sur notre tarmac. Donc si on avait un truc comme ça, vous imaginez qu'on le voit là, on voit qu'il y a un truc brillant là, on dit bon voilà, on va peut-être interpeller à ce que se passe machin. Alors bien entendu, ça c'est pour la bonne direction. Quand on regarde le moment où l'écho était plus faible qu'on a mesuré, là on ne voit pas grand chose. Alors si vous regardez vraiment de près, vous apercevrez que si je passe de ça à rien du tout, ben en fait il y a un petit point qui disparaît. Mais en gros, c'est du niveau d'un des petits grains d'image. Ça c'est le niveau réel qu'on a observé. Donc, en fait, notre estimation à 0 dB était un petit peu pessimiste. Ça c'est vraiment ce qu'on a observé en fait. Oui, alors, donc on s'est dit bon, on doit y arriver. Donc on a fait un plan aussi d'acquisition avec des acquisitions dans à peu près toutes les directions. Alors dans les bandes basses, on faisait des acquisitions tous les 45 degrés, on a fait toutes les directions par pas de 45 degrés. Et en bande X, donc ça montre les petits rectangles, ça correspond à la fauchée de la bande R. Et vous avez la zone de recherche, les petites zones de recherche que vous avez vu tout à l'heure au milieu. Là. Et donc ça c'est un vol réel en fait. Et en bande X, comme la fauchée est un peu plus étroite, hein, comme plus la longueur d'onde est petite, plus les antennes sont directives. Donc l'antenne éclaire moins en bande X, éclaire une ouverture restrictive, donc on est obligé de faire 3 passages pour être sûr d'avoir la zone bien couverte. On fait 3 passages d'égal d'1 km. Voilà. Et donc sur place, les Danois sont, le GEUS, qui est les expéditions polaires danoises, nous ont installé un certain nombre de réflecteurs alors, en marge de la zone de recherche de calibrateurs et des aides en fait. Donc il y avait un réflecteur, un réflecteur ici. Alors le réflecteur, c'est en fait un peu l'analogue de ce que vous avez en haut des mêmes bateaux. Vous savez, les bateaux qui ont des bancs en bois, pour que les radars les voient, ils ajoutent un petit réflecteur radar, une espèce de petite étoile en radar, une étoile métallique, qui en fait renvoie, c'est une sorte de catadioptre radar en fait. Et ça renvoie un écho ponctuel très fort en fait. Ça renvoie l'onde radar vers l'émetteur, de la même façon qu'un catadioptre. Alors, celui qui l'a enterré a une SER très forte, mais comme il n'y a qu'un seul point, ça ne renvoie que dans 30 degrés. Dans un nombre de 30 degrés, dans un secteur de 30 degrés. Donc en fait, ils ont mis ça pour qu'on. L'idée, c'est qu'ils l'ont enterré et c'était pour évaluer l'atténuation par la neige. On avait aussi besoin, parce que c'est une zone où il n'y a pas de repère, il n'y a pas du tout de repère topographique, c'est de la neige quoi. Et donc pour faire un repère pour caler nos images entre elles, on avait imaginé de mettre une lentille luminaire. Une lentille luminaire, ça fonctionne comme un œil de chat. Je sais pas si vous avez vu sur les bords de route, il y a des espèces de petites billes métallisées qui réfléchissent les phares, que s'il fait un point brillant, vous pouvez très bien avec les phares. Donc c'est un peu le même principe en radar. C'est une espèce de lentille en plastique plus ou moins réfringent, et la face du bas est métallisée. Et ça fonctionne un peu comme la rétine du chat quand on voit un chat dans les phares de la voiture où ça brille. C'est exactement le même principe. L'intérêt, c'est que ça fait un point brillant qui est visible de toutes les directions, de l'horizon à l'horizon.
et il varie seulement d'un facteur 2 dans de la verticale à l'horizontale. C'est un relativement bon écho. Ils nous ont aussi mis un morceau donc le fameux morceau qui avait retiré le tiers qui manquait dans le noyau qu'ils nous ont donné, ben, ils l'ont découpé, ils l'ont amené sur la glace, et ils l'ont enterré à 1,20 m de profondeur, et puis ils ont tassé de la neige par-dessus. Ça, c'est pour nous faire un modèle de cible, en fait. Et ils ont aussi fait un modèle de fausse alarme. Alors, la fausse alarme la plus courante qu'on attendait dans ces régions, c'est ce qu'on appelle les lentilles de glace. Alors, généralement, je vous ai dit qu'en été, la surface de la neige fond un petit peu et percole entre les grains de neige, mais de temps en temps, il y a des fissures dans la neige qui se font, et toute l'eau coule dans la fissure, et puis forme une espèce de poche d'eau en profondeur et regèle et qui fait une lentilleuse. Alors ça, en plus, ça fait légèrement bomber la surface, alors ça s'appelle une lentille de glace. Ça se produit aussi en permafrost, ce genre de phénomène. Et ça fait une espèce de petit cercle comme des rondes sorcières dans la surface. Et donc, pour simuler un peu ce genre de truc, ils ont juste pris le traîneau qu'ils avaient utilisé pour porter les 80 kg sur la neige. Et ils l'avaient traîné sur un traîneau et ils l'ont rempli d'eau en fond de la glace, puis en passant de l'eau chaude, et puis ils ont laissé reprendre la glace pour faire une lentille de glace. Donc on a un traîneau rempli de glace qui sert de fausse alarme. Tous ces objets, bien entendu, ils ont très précisément mesuré au GPS avec une qualité géodésique leur position, à 2 cm près. Et là, il passe la neige au-dessus du morceau de titane, là, le morceau de fragment. Alors ils ont dû faire gaffe en fait, parce qu'on a découvert depuis qu'il y avait des crosses là-dessous. Voilà, le 2 avril, donc, 6 mois après l'accident, on est arrivé au Groenland, on a monté notre radar. La première chose qu'on a fait, c'est de monter le radar sous les ailes de l'avion. Et puis on a fait les premières mesures. Donc, on a installé le même trieur, parce que ce qu'ils avaient enterré, on l'a mis en surface au bout de la piste pour calibrer le radar. Parce que chaque fois qu'on démonte un radar et qu'on le remonte, ben, il faut vérifier que tous les câbles, on a changé les câbles, etc., que les délais sont les mêmes et tout, il faut donc bien recalibrer. Parce que c'est vrai que c'est très important d'avoir bien calibré en fait. Et donc on a mesuré la qualité géodésique, la position de ce trière et l'orientation, et on a fait une image où on voit ce trière là, donc ça permet de recaler tous les paramètres de notre radar, et de vérifier le niveau de bruit, etc. On a profité dans le même vol, on est allé voir un peu sur la banquise, un peu plus loin, enfin sur la calotte glaciaire, un peu plus loin pour imager un petit peu. On a obtenu des images qui étaient très uniformes. La première image, c'était là en UHF, c'est du gris court en fait. Alors vous voyez que ça change un petit peu, par contre, qu'il y a une espèce de gradient d'intensité entre le près et le loin, et ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. On a aussi fait des images en visée verticale, en mode sondage, pour voir comment on pénétre la glace et la neige. Alors là, vous voyez l'image en bandit, en visée verticale. Alors ça, c'est des images radar où c'est pas très cartographique, hein. C'est une sorte de coupe dans le terrain en fait. C'est une mesure où l'axe horizontal, c'est le déplacement de l'avion pendant 10 km, et l'axe vertical, alors c'est pas du tout la même échelle, hein, c'est pas à l'échelle, c'est la propagation à la surface dans la glace. Alors, le premier écho qu'on voit, c'est la surface de la neige, et vous voyez qu'il y a un deuxième écho beaucoup plus fort dessous, qui est la couche de glace correspondant à l'été précédent et qui a refigé. Là on était en avril, donc il y a eu toute la neige de l'hiver qui s'est déposée dessous. Donc la couche de 2 mètres qu'on observe là, c'est le dépôt de l'année en fait. Alors ça fait 2,50 m en envie parce qu'il y a un indice de réfraction. Vous voyez qu'il y a une pente aussi, hein. C'est la pente, c'est cette fameuse pente qui mène vers l'océan. Donc tout le glacier qui lui, ça fait près de 100 cm par an vers la gauche sur l'image. Alors on a fait aussi la même chose dans les autres bandes, alors pas exactement au même endroit parce que pour des raisons techniques on peut mesurer la bandix d'un côté, la bandix du UHF et M de l'autre côté, et donc on se évalue les acquisitions en même temps. Et donc ça c'est la même chose en bandelle, donc la bande de la Wi-Fi. Hein. Vous voyez que la pénétration est plus entre plusieurs couches. Hein. Vous voyez ceux qui sont assez près, alors la résolution est moins bonne qu'en X, et on arrive à discerner plusieurs couches. Et en gros on s'aperçoit qu'on pénètre à peu près un peu moins de 10 mètres. Et alors le plus intéressant c'est un UHF, alors ça c'est l'image en UHF. Alors je vous pousse un peu le contraste pour qu'on voit mieux un peu ce qu'il y a. Enfin, en fait, c'est pas évident que ce soit mieux, mais on voit mieux les couches du bas. Vous voyez qu'il y a une structure un peu feuilletée, et cette structure feuilletée, dans les couches de glace de chaque année. Et en gros, on descend jusqu'à une profondeur d'à peu près 30 mètres, qui correspondrait à 98 à peu près, hein, à l'été 98. Et en fait, on remarque aussi qu'il y a une couche, alors je vais le mettre là, une couche qui est un peu plus brillante, ici au milieu, et qui correspondrait, d'après mon compte, à l'année 2012, où il y a eu une canicule au Groenland, où toute la surface du Groenland a fondu. Et donc la couche de glace, elle est particulièrement épaisse de cette année-là. Bon, on n'est pas allé travailler jusqu'à cette profondeur-là, hein, parce que c'était passé en 2017, donc on a creusé jusqu'à 2017. Après. Donc par contre, l'autre observation qu'on a fait, alors dès qu'on est allé sur la zone, là, alors après on est allé faire une mesure sur la zone de recherche, et là, donc on avait nos calibrateurs, et là on a eu une très mauvaise surprise, c'est que le niveau de FCR des cibles qu'on avait enterrées
a énormément baissé. Et ça, d'une façon qu'on n'attendait pas. Alors ça, c'est la même situation que tout à l'heure avec le clutter à niveau 2. Alors c'est une image mondique de la région. Hein. J'ai pris l'endroit où on avait effectivement trouvé quelque chose. Donc au milieu, il y avait quelque chose dans l'origine là. Mais là, c'est ce qu'on aurait obtenu, l'image qu'on aurait obtenue si on avait mis le skier, comme on a fait à côté de l'aéroport, sur un trépied, puis bien à l'air, on aurait obtenu une image comme ça. Ce qu'on a mesuré, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez le point encore un petit peu. Il y a un petit point en milieu. Voilà, ceux qui sont vraiment au même endroit. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on voyait. C'est-à-dire qu'on a atténué, il a atténué d'un facteur 1000. On s'attendait vraiment pas à ça. Parce que tous les calculs qu'on devait donner, on avait dit, ouais, grosso modo, il faut attendre une atténuation de l'ordre de 7 dB, entre 6 et 7 dB. Les chiffres varient selon les sources, mais et là, on a 30 dB. Facteur 1000. Quoi. Si on atténue 1000, la cible, on ne la verra pas. Quoi. Alors, on passe un contraste on avait estimé de l'ordre de 15 dB. Hein. On passe à un contraste de l'ordre de moins 15, moins 20 dB. C'est mort. Quoi. Donc la bandit, on s'est dit, oula, non, problème. Et quand on a regardé la lentille de Lundberg, qui nous servait de repère, en plus on la voit sur le premier vol assez bien, hein, vous la voyez avec la flèche là. Mais par contre, sur le vol suivant, elle se duplique. Elle devient 2 points et ça fait ceci. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que cette lentille, il y a eu des chutes de neige, on était sur le terrain, donc on a vu ce qui se passait quand même. Donc, il y a eu des chutes de neige dans l'intervalle et la lentille était recouverte par de la neige. Et quand elle est recouverte par la neige, elle ne sert plus non plus. Enfin, déjà, ce truc-là marchait plus non plus. Donc, on n'a pas de repère, on a une atténuation très forte. Donc on s'est dit, bon, on a continué les mesures hein, comme prévu. On s'est dit, comme il y a une atténuation très forte en Bandix, on va viser en plus plongeant. Comme ça, on traversera moins de glace pour arriver à la cible, si jamais on arrive en Bandix. Et on a fait plus de mesures en UHF et en base de fréquence, hein. Donc en L et UHF. On a fait une interférométrie en disant voilà ce qu'on pourra faire. Donc on a fait ça, c'est toutes les mesures qu'on a fait, on a fait un assez grand nombre de mesures quand même. Ça c'est pour vous donner une idée des images qu'on a obtenues. Ça c'est l'image en Mandel, c'est la première image qu'on a obtenue. Hein. Donc vous voyez que la zone de recherche est au milieu, c'est la zone de recherche. En bleu c'est les endroits où ils ont mis des cibles. Vous voyez que les endroits où ils ont mis des cibles, c'est sur les champs de crevasses en fait. Sur l'image en SAT, ils ne voyaient pas du tout ces crevasses en fait. Donc ils pensaient qu'il n'y a pas de crevasses dans l'endroit où ils ont travaillé. Les seules crevasses qu'on voyait avec l'ANSAT, c'était cette cascade de glace, la zone sombre là. Et toute cette zone-là, il pensait qu'il n'y avait pas de crevasses. En fait, sur l'image en Mandel, on voit qu'il y a des crevasses. Hein. Et alors, en UHF, c'est encore pire, on voit encore mieux. Donc vous voyez toujours qu'en Mandel et en UHF, l'image est assez large pour couvrir toute la zone de recherche. C'est pour ça qu'on a fait qu'un seul passage. En Mandix, l'image est plus étroite. Et en fait, en bord d'image, le rose là, c'est du bruit, hein. C'est pas de l'image, c'est pas de la réponse du terrain. C'est qu'on est en bord des diagrammes d'antenne et que donc, la compensation de diagrammes d'antenne fait qu'on fait monter du bruit. Mais c'est pas une partie utilisable d'image, la partie rose. Donc oui, la partie d'image utile, elle est un peu plus petite que la taille de la zone de recherche. Donc c'est pour ça qu'on a fait 3 mesures sur 3 bandes parallèles pour couvrir ces zones-là. Voilà. Donc, on a essayé de voir en modèle ce qu'on pouvait faire pour essayer de voir notre cible. On a cherché à l'œil, c'était impossible. On s'est dit qu'il faut vraiment chercher avec un système automatique. On a essayé d'utiliser les techniques qu'on avait utilisées pour l'observation justement à travers la canopée en Guyane et au Gabon, dont des techniques d'interférométrie, de polarimétrie optimale, etc. Qu'on utilisait pour détecter des camions qui, sous la canopée, ou voir même le niveau de l'eau quand on avait des inondations sous la canopée, on pouvait les détecter avec ce genre de technique. Bon, alors je vais vous donner un exemple, ça c'est l'image, donc c'est l'image en UHF brute. Ça c'est ce qu'on obtient en favorisant la couche, par l'interférométrie, la couche qui correspond au sommet des crevasses, aux lèvres des crevasses. Alors c'est pas une bonne idée, parce que les lèvres des crevasses ne sont pas forcément à la bonne altitude, mais enfin bon, ça vous donne une idée de la technique qu'on a fait comme approche. Et ça c'est une technique qui, avec la polarisation qui rejette au maximum la réponse de la glace. Donc l'idée c'est la réponse qui est différente de la réponse de la glace. Alors on voit très bien certaines crevasses. Il y a de l'air dedans, c'est normal. Quand à la fin de nos 3 semaines là-bas, on n'avait pas tellement de cibles leur donner. Donc on s'est dit, le radar, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça, d'aider avec ça. Donc la campagne des géologues, des glaciologues pour les récupérer, les sites qu'on leur aurait désignés, ils sont allés quand même. Hein. Et ils se sont dit, on va déjà essayer de voir un peu avec le GPR si on les voit. Donc ils ont amené leur GPR, ils ont essayé de récupérer les cibles qu'ils avaient. Alors il y a des Tiffany en dessus, ils ont triché. Ils savaient où ils étaient, ils se sont mis à côté, ils ont essayé de faire comme s'ils le cherchaient avec leur GPR. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait être vraiment prêt pour le voir, en fait. Le petit morceau de titane de 80 kg, là, en fait, il fallait passer à moins d'un mètre pour le voir, et encore, suivant la direction dans laquelle il passait, de temps en temps, ils ne le voyaient pas. Quoi. Et donc, ils se sont dit, si on veut vraiment balayer la zone, il faut passer tous les mètres. Quoi. Donc, ils ont commencé à le faire. Hein. Donc, c'est courageux de faire ça, parce qu'il faut s'imaginer faire ça dans une ambiance, parce que là, la photo, c'est pris d'hélicoptère, c'est scientifique, l'hélicoptère, il arrive quand il est beau. Ils ont eu des moments où ils étaient tous enfermés dans une boule enterrée. Dans la neige. Ils sont mis dans une sphère, ils sont mis enterrés à bout, ils ont laissé passer la tempête. Quoi. C'est des trucs
ont vécu des trucs assez space quand même pendant 3 semaines. Ils ont réussi à couvrir quelques pourcents de la zone de recherche avec cette technique. Bon, là, vous voyez, il fait un espèce de quadrillage avec un pas de 1 mètre sur la glace. Et voilà, ça c'est les zones qui sont couvertes en bleu ciel là. Et bon, ça c'est aussi l'une des zones de recherche par rapport à ça. Alors bon, on s'est dit, dans l'hiver suivant, on avait le temps de réfléchir, hein, parce que c'est des zones où on ne peut pas aller à part en automne et au printemps. En été, ça fond, c'est pas très pratique, c'est bien dangereux, parce que les ponts de glace, les crevasses se ramollissent. Donc il ne faut pas y aller en été, on ne veut pas y aller en hiver, parce qu'en hiver c'est intenable. Il fait nuit en plus. Et donc c'est printemps, automne, donc on avait tout l'hiver pour réfléchir, donc on a cherché à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors on savait qu'il y avait des chiens de policiers qui pouvaient rechercher des restes de pétrole, sur l'odeur de pétrole, sentir à travers la glace l'odeur de pétrole, parce que quelques temps auparavant, il y avait un Beechcraft qui s'était craché dans les années, au début des années 2000, qui avait été retrouvé parce que sa balise de détresse s'était redéclenchée. En arrivant, quand la batterie arrivait très basse, la balise s'est déclenchée, envoyé une alerte. Donc ils ont eu une balise de détresse qui s'est mise au milieu du Groenland, ils sont allés voir sur place avec des chiens, et les chiens ont creusé, puis ils ont trouvé Beech. En fait, c'est un Beechcraft ils avaient été abandonnés, puis ils avaient été récupérés. Donc, en fait, ils ont senti l'essence du Beechcraft, et puis il y avait un bidon abandonné par l'hélicoptère qui était venu récupérer le pilote. Donc ils ont trouvé ces trucs-là avec les chiens. Mais alors, quand on a réfléchi après pour balayer toute la zone avec les chiens, il fallait 9 mois et 10 chiens, à peu près, en travaillant à 3 heures par jour par chien. C'était pas très pratique en fait. Parce que ça peut se passer pendant l'hiver, bien sûr. Donc l'autre solution, c'est il y a des détecteurs de métaux. Et justement, au Danemark, il y a des gens qui font de la recherche de nappes phréatiques avec l'université de Aarhus, avait un détecteur de métal qui était utilisé pour détecter les nappes phréatiques en fait, au Danemark. Et donc vous voyez là, là c'est l'utilisation pour un détecteur de nappes phréatiques. Alors vous savez comment ça marche un détecteur de métal un peu, grosso modo. En gros, il y a une bobine excitatrice qui fonctionne un peu comme la plaque de votre cuillère à induction, qui fait un champ magnétique variable qui va induire des courants de Foucault dans les pièces métalliques qui est enterrée. Et puis quand on coupe l'excitation de cette bobine, on mesure avec une deuxième bobine réceptrice, ou la même, donc un truc grand public, on mesure avec une bobine le champ magnétique créé par l'amortissement des courants de Foucault. Les courants de Foucault, à cause de la résistance, ils vont s'amortir, et donc ça va faire un courant variable dans le temps, champ magnétique, pour détecter avec la bobine. Donc on a une bobine très sensible qui est dans le petit cube blanc là, qui repère en gros une sorte d'écho retardé émis par la grosse bobine, via les petits courants qui s'induisent dans la pièce métallique. C'est la même façon qu'on cherche une pièce d'or dans les champs avec un détecteur de métal. Là on s'est dit que ça, bon, c'est du titane, ça marche bien, on a vérifié le titane, les conducteurs, etc. Ça marche. Pendant ce temps, on s'est dit pourquoi ça n'a pas marché le titane? Parce que là, pour rentrer à la NERA, vous avez fait 3 semaines de mission en Groenland avec plein de monde impliqué et tout, et vous avez préparé des géologues pour aller sur le terrain et tout, et puis vous n'avez pas de résultat, vous ne sentez pas très bien, vous essayez de comprendre quand même. Donc on a essayé de comprendre. Et une façon d'essayer de comprendre, c'est d'essayer on s'est dit, bon, pourquoi on a vu que l'écho du trièdre il était faible et il variait, on a essayé de se dire comment il varie en fonction de l'angle pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la glace. Pourquoi ça baisse d'un facteur 1000 quoi. Et donc une façon de faire, c'est une façon de faire de Fémian, mais ça marche bien, c'est de faire une image à très très haute résolution et de faire la transformée de Fourier. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre, alors c'est un peu technique, mais il y a un rapport entre la transformée de Fourier de l'image d'un point et la réponse angulaire et fréquentielle de l'objet. En gros, la transformée de Fourier de l'image du réflecteur ponctuel, là c'est un vrai réflecteur en UHF. Donc vous voyez en UHF, il manque une bande là, qui correspond à la bande de la phase de détresse. Et donc en gros, vous obtenez une forme qui a une forme de tranche de couronne, et dans laquelle vous avez votre basse fréquence, votre fréquence, et puis l'angle de début d'intégration et de fin d'intégration dans ce spectre. Et donc en fait, ça permettait de voir une sorte de carte de la réponse de votre trièdre. Donc c'est bien, ça demande de faire des images. Alors ça fait des images où on a une résolution qui est très très élevée dans un axe, 3 cm dans un axe, et puis 30 cm dans l'autre. Donc c'est pas des images pratiques à manipuler. Alors pour pouvoir naviguer dans cette image facilement, pour retrouver un trièdre facilement et tout, j'avais fait une petite image de guide qui était elle écrasée à 30 cm à 30 cm de résolution, qui me servait de me déplacer simplement pour avoir une image avec un repère. Donc, et sur cette image, en fait, voilà cette image, on voit le petit morceau de titane. Alors, vous ne voyez pas là, honnêtement, moi c'est parce que je connais ça. Alors en bas à droite, quand on le c'est le trièdre. Alors lui, on voyait, c'est celui qu'on voulait étudier. C'est ce qu'on voulait étudier. Bon, moi je connaissais la zone par cœur, parce que j'ai usé les yeux dessus. Cette zone-là,
vais essayer de voir si vous voyez, etc. Bon. Si je vous mets les coordonnées, voilà, déjà je vous pousse un peu le contraste environ la partie blanche, hein, donc je vais vous lire un peu de la dynamique en bas, et je vous mets les coordonnées GPS de l'endroit où les gens du GES ont déposé les cibles. Donc vous voyez que le trieur il a un peu dérivé. Hein. Ils sont venus 2 semaines avant, 2 semaines, là ça a bougé. Donc le trieur il a dérivé un peu vers le sud-ouest. Et là si vous regardez bien, vous voyez là l'objet. Ça c'est trieur, et là c'est les agrandissements donc du FHM, c'est les initiales anglaises du modèle de cible. Et vous voyez, on le voit là. Je vais mettre ici dessus, ce point blanc là. Voilà. Et là, on voit aussi d'ailleurs un trou qu'ils ont fait dans lequel ils voulaient mettre la lentille lumière qu'ils ont mis ailleurs, et la fausse alarme. Donc on les voit en fait, on se dit, ouais. Bon, il faut pas rêver avec ça, on ne peut pas le détecter, mais on voit qu'on la voit pas diminuer d'un facteur 1000. Elle n'est pas un facteur 1000, parce qu'elle était un facteur 1000, on ne la verrait même pas sur cette image. Donc en fait, c'est qu'elle n'est pas atteignue d'un facteur 1000. Et en fait, elle est atteignue que de 7 dB. Alors là, on s'est dit, oula, alors. Ah oui, d'accord, je vais vous dire juste, vous savez que c'est très granuleux l'image en fait. Hein. Alors les images radar sont toujours granuleuses comme ça, parce qu'en fait, c'est à cause des effets que c'est une lumière cohérente. Je ne sais pas si vous avez joué avec un pointeur laser déjà. Maintenant, il y a souvent des pointeurs laser avec des gestes qu'on vous donne. La lumière d'un pointeur laser, elle n'a pas du tout le même aspect que la lumière produite par les lampes autour de les lampes ordinaires. Donc là, vous avez un crocodile là, et le crocodile est éclairé par une lumière ambiante, et j'ai pointé le pointeur laser dessus, et en fait si vous regardez les dents du crocodile, alors j'ai jeté la lumière pour que vous voyez mieux, et puis j'ai un peu agrandi, vous voyez que l'écho du pointeur laser sur la l'ivoire, ça fait des tas de petits grains, ça fait une image un peu granuleuse. Et cette image granuleuse, elle est due au fait que la lumière émise par le laser est cohérente, c'est-à-dire qu'on a des trains d'ondes qui sont extrêmement réguliers et à une seule fréquence. Et donc quand ça rebondit sur des particules, des petits cristaux élémentaires qu'il y a dans l'ivoire, l'ivoire c'est un tas de petits cristaux, si les cristaux sur la position du cristal à une fraction de longueur d'onde, ça peut la lumière envoyée vers l'œil peut soit être en opposition phase, parce que là on voit du noir, soit si l'objet est un tout petit peu déplacé, ça va être en addition de phase, on peut avoir la lumière. Et donc le mélange un peu tous les petits échos qu'on a, au niveau de l'œil, ça fait une impression que de temps en temps il y a des points brillants, de temps en temps des points sombres. Et c'est ça l'espèce de speckle qu'on voit sur l'image, ça s'appelle le speckle. Alors, ça s'appelle châteauneuf en français, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas très beau, parce que personne ne le connaît, donc on dit speckle en français. Quand on a la lumière non cohérente, celle de votre lampe éclairage constant, en fait ce qui se passe c'est que ça fait la moyenne sur toutes les fréquences, sur tous les trains d'onde de ces choses-là, et donc on voit la moyenne et on ne voit pas cet aspect granuleux sur la lumière normale. Alors, vous allez me dire pourquoi on utilise la lumière cohérente pour faire des images au radar, on fait pas un radar incohérent. Alors, la raison c'est que c'est justement parce que c'est cohérent qu'on va avoir la résolution en utilisant le déplacement de l'avion. Alors, pourquoi on a besoin d'utiliser le déplacement de l'avion pour faire l'image radar, etc. Simplement parce qu'on a un capteur on a une longueur d'onde qui est très grande. Alors tout ça, c'est pour vous donner une idée, ces deux capteurs que vous avez là, à gauche et à droite, l'œil humain, 2000 mètres d'ouverture, ça travaille à 1,5 micron de longueur d'onde, vous avez une résolution d'à peu près de 1 minute d'arc, grosso modo, à la louche, 20 cm à 700 mètres, si vous avez une bonne vue. L'équivalent en bande X, c'est le machin d'à côté, là, je vraiment, c'est le vraiment qui pèse 3000 tonnes à peu près, ça fait 67 mètres de diamètre. Ça a la même résolution que l'œil humain. C'est la même résolution. Pour chercher notre débris sur la banquise, on s'est dit qu'il fallait peut-être un peu mieux ça, donc on a pris la résolution de l'ordre d'une jumelle. Donc ça, c'est un capteur qui a une résolution de l'ordre de celle d'une jumelle. Hein. C'est quoi? C'est en fait, on prend l'antenne de notre antenne radar et on la promène sur 500 mètres, et puis après, par les calculs, on combine les échos-radars mesurés pour faire comme si on avait une antenne qui mesurait 500 mètres de long. Alors, elle ne mesure que 500 mètres de long, hein, elle ne fait pas 500 mètres de diamètre, c'est pas un disque, donc on a une résolution dans une seule dimension. Hein, c'est comme quand vous regardez à travers une fente très fine, ben vous perdez la résolution verticale sur l'image. Donc on a une résolution qui est uniquement unidimensionnelle. Alors comme on est en natif par contre, c'est nous qui éclairons la scène et qui recevons la lumière, mais on peut mesurer la distance. Hein, c'est le principe du radar, c'est qu'on va avoir une image qui va non pas être en site et azimut, hein, ce qu'on voit nous c'est une image qui est en x direct par rapport à notre coordonnées où z serait dans la direction où on regarde. On ne voit pas la distance, nous on voit les angles. Par contre le radar lui il voit un angle, qui est l'angle dans le sens de déplacement, et une distance. Donc il voit dans un plan qui est perpendiculaire par rapport à celui qu'on voit, nous. Et il n'a pas de résolution dans l'autre sens. Enfin, il y a la résolution de l'antenne réelle. L'antenne réelle, 20 cm en X, ça arrose de 10 degrés. Quoi. Donc on a une résolution de 10 degrés, quand on voit à 5 km, on voit une tâche qui fait 500 mètres. Quoi. Donc on n'a pas de résolution dans ce sens-là. Ça fait la fauchée, hein. C'est comme ça pourquoi il fait la fauchée. Alors, en fait, ce qu'on fait aussi, je simplifie un peu, mais en gros, on fait aussi une synthèse d'ouverture. C'est-à-dire on n'envoie pas
on n'envoie pas notre impulsion, pour avoir une réduction de l'intensité, il faudrait envoyer une impulsion de 1,3 nanosecondes. On envoie une impulsion de 1,3 nanosecondes parce que là on a besoin d'envoyer une énergie très très forte sur un temps très court, donc on fait ce que font les opticiens aussi quand ils font la conversion d'impulsion, hein. C'est d'envoyer d'abord le rouge puis le bleu de l'impulsion, et puis après on comprime. Alors tout ça c'est fait par calcul, en optique on le fait avec un prisme, hein, de séparer avec un réseau, je sais pas comment on fait, mais on sépare les réseaux à l'amplificateur du laser de Polytechnique, là où ils font exploser des bombes H. Ils font ça, ils envoient une impulsion laser, ils l'étalent en fréquence, ils l'amplifient comme ça, elle est moins dense en énergie, puis ils remettent les fréquences ensemble pour faire l'impulsion qui va taper sur le site. Donc voilà. Ça permet d'avoir un gain d'un facteur de l'ordre de quelques milliers, hein. Donc au lieu d'envoyer une impulsion d'1,3 nanosecondes, on envoie 1,4 microsecondes, donc on gagne un facteur millier. Voilà, alors bon. On a essayé de réfléchir. Alors pourquoi on a observé 30 dB de baisse sur donc un facteur 1000 de baisse sur le trièdre et pas sur la cible. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'on a regardé l'expérience qu'avaient fait les autres sur la glacière. Alors des gens du Michigan, c'est eux qui nous avaient dit qu'il y avait 7 dB d'atténuation dans la glace. Et ils avaient fait comme ça en fait. Après on leur a demandé mais comment vous avez fait exactement. En fait ils avaient fait une tranchée, ils avaient mis le trièdre dedans, ils avaient mesuré avec le radar à l'extérieur. Et après j'avais discuté aussi avec des glaciologues français qui eux avaient mesuré ils voulaient mesurer le déplacement d'un glacier en mettant des trièdres dessus puis les observant par satellite, en mesurant le déplacement des réducteurs qu'ils avaient mis sur le glacier pour mesurer le déplacement du glacier. Et en fait, bon, les gens du Michigan ont mesuré effectivement 5-7 dB d'atténuation. Par contre, les gens dans les Alpes, quand il y avait de la neige qui tombait, ça effaçait les trièdres. Il fallait qu'ils aient vidé les trièdres de la neige qu'il y avait dedans. Le petit coin de neige qui apparaissait à l'intérieur faisait que la lumière qui arrivait dans le trièdre, au lieu d'être envoyée comme un cathode dans la direction de l'émetteur, comme le cadavre de votre vélo qui renvoie vers le phare de la voiture qui vous suit, là ça renvoyait à côté. Et donc, il y a une baisse d'un millier de la réponse. Alors que dans le cas de l'expérience de Michigan, même si le trajet dans la glace est altéré par la réfraction, qu'il n'est pas tout droit, le trajet retour il suit à peu près, parce que le cadavre renvoie dans la direction opposée, le trajet retour suit à peu près la même direction, et donc tu ressors dans la même direction et va taper le radar. Donc eux ils ont une baisse beaucoup plus faible. Alors avec la cible, en fait c'est le malais qui se produit. Donc le morceau de titane qui lui n'est pas un réflecteur destiné à envoyer, alors on a même fait avec la lentille de Lindbergh, quand dès qu'elle est submergée à la neige, elle devient myope, c'est comme si on mettait devant une lunette divergente, en fait, des permettre pas. Et donc, au lieu de renvoyer tout vers le radar, ça renvoie dans toutes les directions, et donc ça baisse aussi. Et en plus, il y a une variation d'incidence au niveau de la surface qui fait qu'il y a un deuxième point brillant à la surface. C'est pour ça qu'on voit deux points brillants. Donc, bon. Alors, le problème quand même, c'est qu'on voyait donc, le petit morceau de titane, le petit morceau de 80 kg quand même, on le voyait, mais il était juste 10% au-dessus du niveau du fond, du fouillis. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que je vous ai dit que pour qu'on espère bien repérer une cible, il fallait qu'elle soit à peu près à 13 dB, c'est-à-dire 20 fois plus forte que le fouillis. Pourquoi? À cause de la présence de ces grains, justement. Alors, pourquoi la présence de ces grains gêne la détection des cibles très faibles? Simplement parce qu'en gros, s'il n'y a pas de cible, le niveau que vous mesurez sur votre image, ça suit une distribution qui va de 0 à très clair, en gros. Et donc, ça, c'est en rouge, c'est la courbe qu'on attend d'un milieu aléatoire. Ça s'appelle la courbe de Rayleigh pour les mathématiciens. En gros, c'est la distribution qu'on attend d'un milieu avec des petits réflecteurs aléatoires. Si on ajoute une cible qui fait 10%, on obtient la courbe verte. Et alors, comment on fait pour détecter s'il y a une cible? Alors, on se dit, on a un seuil, si c'est plus brillant qu'un certain seuil, on dit qu'il y a une cible, si on est en dessous d'un certain seuil, on dit qu'il n'y a pas de cible. Et là, vous voyez, si vous mettez un seuil là, vous avez en gros toute la zone qui est hachurée en vert, là, il y avait une cible, mais c'est plus bas que le seuil. Donc, c'est une non-détection. La zone rouge, là, il n'y avait pas de cible, mais c'est plus haut que le seuil. Vous avez une fausse alarme. Donc là, je ne fais rien avec ça. Donc ça, c'est ce qu'on a sur une seule image. Sur une image avec une vue, une seule mesure, on ne verra jamais. Déjà, si on fait, là, j'ai mis 24 mesures, non, 18 mesures. J'ai mis 18 mesures là. Donc si on superpose 18 mesures comme ça, indépendantes, là, on va commencer à faire la moyenne. Un peu ce qui se passe quand avec notre œil, on fait la moyenne entre toutes les fréquences du spectre visible. On cesse de voir l'aspect granuleux. La distribution des valeurs qu'on mesure sur l'image se concentre autour de la moyenne. Alors comme la moyenne est écartée de 10%, on obtient deux pics qui sont séparés de 10%. Donc là, vous voyez que pour un seuil donné, la zone de non-détection et la zone de fausse alarme, elle diminue beaucoup. Alors si on n'avait que ça, on n'y reviendrait pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on a une zone qui fait 1 milliard de pixels à la louche. Sur 1 milliard de pixels, si vous avez déjà un taux de fausse alarme de 10 11 7, à 10 11 7, les unitaires ils sont très contents. 10 11 7 de détection cible, c'est 2 fausses alarmes, c'est rien, c'est bon, on est bon. Mais ça fait déjà 100 fausses alarmes, rien qu'à cause de la statistique du signal. En plus, il y a les fausses alarmes du crevasse, de l'anti-glace et tout. Il y a les vraies fausses alarmes, il y a les fausses alarmes qui correspondent à quelque chose qui est vraiment là.
Là, c'est des phosphorams qui ne sont pas là, c'est juste les fluctuations statistiques dues à l'aspect granuleux de la référence. Donc l'idée, c'est qu'il faut, pour obtenir un taux de phosphoram compatible avec l'objectif qu'on s'est fixé, de trouver moins d'une dizaine de cibles, en gros, il fallait à peu près une centaine de vues indépendantes. Et ça tombe bien, parce qu'en Mandif, comme on avait justement fait une manip, on a fait des mesures avec plus d'incidence, on avait essayé de faire un interféro, ben on a un diagramme d'encontre suffisamment large pour faire des images à 5 cm de résolution, et on avait 30 cm de résolution, donc on pouvait faire des sous-images. Et donc on pouvait arriver on a plusieurs, en plus on mesurait toutes les polarisations du signal. Donc on pouvait faire 432 images sur la zone. Sur plus de 100, on avait une chance d'y arriver. Alors pour donner une idée, ça c'est la zone, ça c'est la cible, le petit morceau des 80 kilos de titane qui sont enterrés. Et ça c'est donc ce qu'on obtient avec une seule mesure, donc les 4 polars fois 6 vues dans le diagramme d'antenne. Ça vous donne une image qui est granuleuse, hein, et donc vous voyez là, le petit repère, là, c'est le niveau de la cible modèle. Donc vous voyez, le niveau de la cible modèle, il est quand même dans l'enveloppe des variations statistiques du niveau. Plus on augmente le nombre de là ça correspond à tout ce qu'on obtient sur une seule direction, les 3 passages qu'on a fait sur une direction, donc déjà ça se montre un peu, et après si on prend toutes les images disponibles, on obtient cette image. Donc là, honnêtement, on la voit la cible là. D'accord. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est après par-dessus, on passe un filtre qu'on appelle le TFAC, ce filtre à taux de fausse alarme constante, qui en plus va encore un peu écraser cette courbe. Donc, voilà. Donc grosso modo, on arrive à le détecter avec toutes les images. Hein. L'idée c'est ça, c'est quand vous avez ça, là, vous êtes content, avec ça vous pouvez arriver à remplir votre mission. Le problème, c'est que ça demande que toutes les images soient enregistrées, enfin les unes par rapport aux autres, avec une pression de 18 cm. Enfin, ou au moins de la taille de la cible. En fait, on n'a pas réussi à avoir 18 cm, mais on arrive à avoir plus ou moins la taille de la cible. C'est pas évident, parce qu'on a beaucoup de problèmes. D'abord, on n'a plus la lentille de lumière on n'a plus la lentille de lumière qui sert de point fixe, on n'a pas de point fixe. Donc il faut déjà que dans l'absolu, on soit localisé juste par les moyens du bord, par le radar lui-même. On arrive à localiser l'image à une précision de l'ordre de la taille de l'objet. On a réussi à obtenir 50 cm. C'est du travail quand même, de rien. Il faut aussi, bien entendu, qu'on ait l'altitude du terrain, hein, parce que c'est bien beau d'avoir la position dans l'espace, on a une position en 2 dimensions, dans un plan visé. Il faut aussi avoir la hauteur pour savoir où c'est dans l'espace, les 3 dimensions. Alors, on a utilisé le MNT fourni par la NASA. Alors, ça vient peut-être après cette histoire. Oui. Alors, il y a le fait que... Voilà. Donc, on a aussi utilisé une réinjection, c'est-à-dire on mesure, en plus de mesurer les coradars, on mesure aussi ce qu'on a transmis pour pouvoir affiner les mesures de variation instrumentale pendant la mesure. Donc, ce qui permet de baisser un peu les deux, pour c'est un peu technique. La surface, donc on l'avait avec le MNT fourni par ARISAT, alors qui était biaisé sur cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de repère géodésique à proximité, le terrain plus proche à 100 km. Et donc heureusement, on a fait des mesures, quand ils ont déposé les cibles sur le terrain, ils ont fait des mesures précises d'altitude. On pouvait recaler ce MNT très précisément. Et en plus, avec les mesures de nadir qu'on avait fait, on pouvait aussi vérifier, une fois qu'on avait calculé notre radar, l'altitude du terrain. Donc on a pu recaler le MNT fourni par la NASA de façon assez précise sur la zone. Donc on avait avec une très grande précision, lors de quelques centimètres, la position du sol. La séparation en temporelle, alors les mesures ont été faites le même jour, donc il fallait corriger la dérive. Alors on estimait la dérive avec l'écart entre le moment où ils ont déposé les cibles et le moment où on les a mesurés la première fois il y a 2 semaines, et on a extrapolé pour compenser le mouvement de la glace. Et la direction d'acquisition. Alors ça n'a pas été de la tarte. Ça n'a pas été de la tarte parce qu'en fait, on vise une cible qui est en dessous de la surface. Alors je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous, hein, quand vous pêchez, vous voyez que votre hameçon, votre appât, le poisson qui est au bout de l'hameçon, il n'est pas à la profondeur où il est réellement. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez votre rayon, quand il arrive dans l'eau, il est réfracté vers le bas, et donc vous avez l'impression que le poisson il est dans l'axe de visée, il est entre les deux, là, si vous regardez sur les 2 rives, vous regardez le poisson, il est ici, alors qu'en fait il est au niveau du point rouge. En radar, quand on mesure des distances, en fait on voit plus profond. Mais c'est le même phénomène. On a une aberration, on a l'impression que les objets sont plus profonds que ce qu'ils sont réellement. Et en fait, on a l'impression que l'objet est ici. Alors quand on regarde dans deux directions opposées, avec la même incidence, c'est la même position géographique, c'est juste la profondeur qui change. Par contre, quand on regarde avec des angles différents, il y a une petite aberration qui apparaît. Parce que c'est la même chose sur une rivière en fait. Si dans un cas on peut s'avancer un peu plus sur un promontoire, on ne va pas estimer la profondeur du poisson à la bonne position non plus. On va se tromper sur la profondeur, mais on va se tromper sur la position.
Donc voilà, ça c'est les passages qu'on faisait, ce qu'on avait prévu au départ, dans les passages à 30 degrés, c'est ce qu'on a fait au début. Et puis après on est passé à des passages plus raides. Et là, dans les passages plus raides, vous voyez déjà qu'il y a une partie de l'image où on n'a pas le troisième passage, parce qu'on est trop à gauche. Et en plus, il y a une variation d'angle qui est un petit peu, dans cette partie-là de droite de la fauchée, on perd un peu en registration des images. Mais bon, grosso modo, on a fait avec ça. On a composé des images avec le rapport signal-bruit optimal. On a estimé le niveau de détection avec la cible, les 80 kg de titane enterré, et on a lancé sur l'image. On a commencé par le faire sur une direction de vol. Et alors, comme ça, sur une direction de vol, on n'avait pas à se poser la question de la profondeur, puisqu'on regardait que d'un côté. Donc si on se trompait sur la profondeur, ça on se trompait aussi sur la position, mais c'était pas très grave. Et on a donné ça aux gens du BEA. On a dit, voilà, sur la zone, on observait ça. Voilà ce qu'on voit comme point brillant. Alors, c'est tous les petits points brillants que vous voyez là. Alors, certains sont entourés, vous voyez qu'il y a des points brillants qui ne sont pas entourés. Alors, les points brillants qui ne sont pas entourés, c'est tous ceux qui étaient sur des lèvres de crevasse. On s'est dit, bon, quand on voit là, on voyait les crevasses, on a des tas de petits points qui sont alignés, c'est parce qu'il y a réellement quelque chose, mais c'est un bord de crevasse. Et puis, on avait un certain nombre de points. Alors, bien entendu, on a des points en rouge qui correspondent aux objets qui nous ont enterrés. Hein, c'est un petit lumière en haut, et puis les trois points là, c'est le trièdre, le morceau de titane et puis la luge. Et puis, on voit d'autres choses. Et ce qui les a beaucoup rassurés, c'est que le premier truc qu'on voit, le truc le plus fort, c'est ça. Et ce machin-là, c'est le fameux gros morceau de carénage de 2 mètres sur 1 mètre. Il nous a montré la photo, mais bien entendu, je n'avais pas dit où il était. Il a dit, bon, c'est trop fastoche, hein, vous avez la position géographique des choses qu'on vous a enterrées. Vous dites, bon, là vous l'avez détecté, bon, parce que vous savez où c'est. Mais ce machin-là, on vous le laisse, mais on ne vous dit pas où c'est. Vous avez un gros machin sur la zone, mais on ne vous dit pas où c'est. Et là, le premier truc qu'on sort, c'est ce machin-là. On dit, ah ouais, bravo, donc votre truc marche. Alors pour la petite histoire, quand même, le problème, il est resté quand même une vingtaine de cibles dans la zone, ça fait beaucoup de cibles, on n'avait pas tout traité, donc on dit voilà. Mais pour la petite histoire, la quatrième cible en parole d'importance, ça, c'est là où on a retrouvé le morceau. Donc on le voyait en fait. On n'avait aucun moyen de dire que c'était celui-là, hein, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de variation entre les différentes cibles, mais en fait on l'avait déjà détecté avec un système de données. Donc après on a traité toutes les données. Alors le problème quand on a traité toutes les données, c'est qu'on a, ça c'est l'image globale prise de toutes les mesures qu'on a faites, superposées. C'est un truc qui a pris un certain nombre de calculs, hein, ça fait une image qui fait 100 000 pixels par 110 000 pixels, ça passe pas en JPEG, c'est trop gros. Qui couvre à peu près presque 400 km². Ça a demandé 40 téraoctets de stockage, ça fait 750 heures de calcul sur 120 corps, c'est vraiment un truc de gros calcul de bourrin. C'est un peu décevant, vous allez voir pourquoi. Mais bon, grosso modo, c'est là-dessus on a en fait, sur toute cette image, là c'est le nombre de vues indépendantes équivalentes qu'on peut, c'est-à-dire en gros la largeur de cette espèce d'histogramme que je vous montrais tout à l'heure. Ça correspond, c'est le nombre de vues équivalentes. Nombre de vues indépendantes équivalentes. Vous voyez qu'il y a toute une zone en fait là où on est passé dans une seule direction et qui n'est pas intéressante parce que de toute façon on ne peut rien voir. On a passé de vues. Et en gros la zone c'est autour de, c'est à peu près 100 la limite, hein, la zone utilisable. Vous voyez que c'est que le cœur de ça. L'autre défaut qu'on a sur cette image, c'est qu'en fait elle n'est pas très régulière. Vous voyez, il y a des zones blanches, alors quand on pousse un peu le contraste, vous voyez qu'on voit les bords d'image. Donc ça veut dire que si on a une cible qui par malheur tombe juste sur un bord d'image, on risque de ne pas les détecter parce qu'à cause de ces artefacts. Il y a aussi des zones où on connaissait pas on n'avait pas bien modélisé le bruit, et donc on a mis trop d'une image qui était un peu bruitée, donc on a des zones où il y a du bruit. Donc il y avait quand même une partie de l'image où on risquait de perdre une cible faible. Hein. Bon, malgré tout, on a fait traitement. Alors ça, c'est des éditions brutes. Vous voyez que les éditions brutes, elles sont très fortes en bord, dans les zones où il y a peu de vues. Hein. C'est tous les petits points blancs qu'on voit. Et pour ça, c'est pas très élevé sur l'écran là, mais bon, vous voyez, il y a un certain nombre de petites cibles là qui sont les choses intéressantes. Alors, elles sont pratiquement toutes. Bon, il y a outre les points de test, elles sont pratiquement toutes dans le panache de débris. Alors, là, je vous mets pour comparaison une mosaïque obtenue sur Terre, à droite. Alors à droite sur Terre, vous voyez, quand on fait une composition d'image, on ne voit pas les séparations entre les différentes vues. Là, vous avez l'image prise sous les 45 degrés, on joue avec la même chose pour détecter des hélicoptères. C'est une histoire un peu ancienne, on les voit sur les hélicoptères en fait. Mais bon, sur la glace, ça ne donne pas ça. Alors si on fait ça sur la mer aussi, on a ce genre de phénomène. Hein. Ça fait en fait que la glace n'est pas lanversienne, c'est-à-dire que tous les objets courants qu'on utilise, ils répondent tous en fonction de l'angle du cosinus de l'angle entre la source lumineuse et la surface. Alors pour un radar, c'est la tangente parce que le radar il attire dans la direction des airs. Mais à détail, il y a une loi très simple. Et toutes les images de synthèse qu'on fait, elles utilisent cette loi relativement simple. Alors, en ajoutant parfois un petit reflet spéculaire, des petits reflets comme sur les peaux d'orange, mais grosso modo, ils utilisent cette loi. Pourquoi? Parce que les structures, tout ce qu'on manipule couramment a cette réponse-là. Alors,
Il y a une exception notable, c'est les opales. Hein. C'est les gens qui aiment bien les opales parce qu'il y a des jolis reflets dedans, mais c'est juste parce qu'une opale n'est pas à l'anversienne. Une opale ressemble plutôt à la glace en fait. Et c'est pour ça qu'elle a ses reflets. En plus, ça dépend de la couleur. En plus, les couleurs ne sont pas la loi de réflexion est pas la même sur les couleurs, donc ça donne des jeux de couleurs. Voilà, ça fait une pierre précieuse. Alors, la glace peut fonctionner un peu comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le procédé de traitement juste sur la zone centrale, donc un quart de calcul, mais en améliorant en calculant le bruit le mesurer, enfin en mesurant le bruit le calculer, en affinant les diagrammes d'antennes, etc. Donc, pour se donner les antennes en les remontant sur place, on n'a pas de géomètre, et donc on s'est trompé d'un quart de degré sur l'orientation des antennes dans l'avion. Et donc, en corrigeant ce quart de degré, on a corrigé ces petites variations sur l'image. On a changé, au lieu de modéliser donc par une réponse lambertienne la glace, on a modélisé par une courbe qui varie en fonction de l'incidence avec un assombrissement en fait, quand on a une incidence plus rasante. Et donc à partir de ça, on a obtenu une image qui... bon, alors, pendant qu'on faisait ça, on analysait aussi l'image et on est arrivé à la conclusion quand même qu'il y avait une des cibles là qui était vraiment très forte et qu'il fallait vraiment aller voir ça. Alors on a dit aux gens du BA, surtout aller voir cet endroit. Mais bon, on continue les calculs quand même. Et bon, cet endroit, c'était la cible en fait. C'est cet endroit où on a trouvé le truc. Alors ça, c'est le traitement qu'on a fait. Alors juste pour donner une idée de tout ce qui est en rouge là, c'est ce qu'on a développé, tous les codes qu'on a développés pour cette manip. Donc on a vraiment ajouté des choses dans notre chaîne, on a fait beaucoup de codage pour pouvoir faire toutes ces choses, hein, calculer les bruits à partir de mesures de bruit en vol, ajouter des corrections inversées, etc. On a aussi, ça c'est ce qu'on a à faire. Pour donner une idée, c'est le traitement standard. On fait un traitement et puis on recherche une cible. On peut dire qu'on a, c'est quand même, au point de traitement, c'est un peu de la classique quand même. On a aussi retraité les bandes L et les bandes UHF, hein, donc de la même façon. Et donc ça, c'est le résultat final du retraitement. Et tous les petits points jaunes, à numéroter, ce sont les cibles qu'on a retenues. Les cibles qu'on a retenues, alors bien entendu, on a dit en gros, ces cibles-là, il faut qu'on vérifie donc qu'elles ont une réponse TFAC assez forte. Alors, que les dimensions de la cible en fait correspondent à la dimension de l'objet qu'on cherche. Et aussi qu'elle soit à la bonne profondeur. Et là, le gros fragment qu'on voit dans toutes les directions, parce que c'est quand même un truc qui pète bien, il nous a servi à régler la profondeur, et donc à vérifier que la cible a la même profondeur en fait. Et donc là je vous donne un exemple de ce qu'on faisait, c'est-à-dire on découpait autour de chaque cible potentielle une petite tranche, alors genre regardez la position par rapport aux crevasses, et on découpait une petite tranche de la direction de visée, et puis on faisait un dessin de profil comme ça, avec tous les pixels, la valeur de tous les pixels en fonction de la distance. Et là, vous voyez qu'on a un pic ici, et que le pic, qu'on observe de la droite ou de la gauche, le pic est au même endroit. Donc, ça veut dire que le pic est bien à la distance, à la profondeur à laquelle on a ajusté les images. Donc ça veut dire que cette cible-là est à la bonne profondeur. En l'occurrence, c'est ça qui était le morceau de réacteur. En fait. Pour vous donner une idée, le niveau de bruit est ici. Hein. Donc on est en dessous du niveau de bruit. Ce bruit-là, là, ces applications statistiques, ça c'est le speckle qui reste. C'est le speckle résiduel de la moyenne d'une centaine ou 200 images. Mais quand même, là, le signal est significatif. Et ce qu'il fallait vérifier aussi, c'est que en augmentant le contraste autour, vous voyez, il y a une zone un peu plus sombre en bas. Cette zone plus sombre, c'est parce qu'il y a de l'air là. Il y a une crevasse, et donc en dessous de 2 mètres il y a 2 mètres de glace, de neige, et puis en dessous c'est de l'air. Donc il y a ce qui est en dessous, ça ne rétrodiffuse pas, donc ça fait une trace sombre. Alors les crevasses, ça fait soit des traces claires, et là c'est quand le pont de neige en surface c'est un peu affaissé, ça fait un petit rebord. Et là on les voit, ces crevasses-là. Celles-là on ne la voit pas, c'est parce qu'elles sont extrêmement dangereuses, parce que ça on ne les voit pas en surface, parce que c'est plat. Hein. Et par contre, on les voit au radar parce que dessous, il y a une zone qui ne réfléchit pas, il manque de la glace dessous. Et donc, c'est très sombre. Alors, le très sombre, il est quand même à 1 mètre. Et donc, on se dit, c'est 1 mètre d'une crevasse, mais c'est pas dans la crevasse. Alors, bon, quand tout le monde a montré ça au HLE, ils ont dit, récupérer un machin qui est à 1 mètre d'une crevasse, on n'est pas trop d'accord. Et puis, normalement, il devait y avoir 2 morceaux, ou quoi, nous en donner un deuxième. Alors, on leur a donné 2 autres cibles, qui étaient les moins mauvaises suivantes, quoi. Donc, on a appelé 2A, 2B pour pas fâcher personne. Et on a dit, bon, maintenant on vous a donné ces coordonnées, on leur a redonné les coordonnées qu'on avait mesurées sur les choses qu'ils avaient enterrées. On a dit, ben, vous allez utiliser ces objets que vous avez enterrés, vous allez les récupérer, parce que normalement ils avaient planté des drapeaux dessus, alors ils ont les arrachés en fait, par le vent, mais ils ont quand même réussi à les retrouver. Et pour mesurer précisément le glissement du glacier, parce que maintenant, dans les résultats, on a mis 9 fois à faire les calculs, donc en 9 mois, le glacier a coulé. Donc ce qui vous intéresse, c'est la position maintenant que vous l'avez récupérée, c'est pas la position il y a 9 mois. Donc il fallait en plus estimer la dérive. Donc je lui ai dit, vous récupérez vos cibles, et avec ça vous mesurez la dérive. Et vous appliquez ce décalage aux coordonnées qu'on vous donne. Et donc bon, ils sont partis avec ça. Et on leur a donné aussi, ouais, alors ça c'est d'autres. On avait aussi détecté quand même un certain nombre de points très brillants dans le panache, et on s'est dit que si par hasard il y avait des choses qui avaient interagi avec l'objet, il a peut-être été quand même entraîné par le vent.
Peut-être qu'il y a un de ces trucs-là, et l'autre morceau du moyeu, j'en sais rien, mais bon. Ça, ils n'ont pas besoin de vous allez voir, on va relancer cette fragment aussi au cas où, si jamais ils trouvaient rien. Et donc, maintenant, ça fait presque 2 ans après, c'est le jour 600 depuis l'incident, ça fait presque 2 ans. Dans 2 ans après l'incident, ils sont retournés là-bas chercher, voir les morceaux les endroits qu'on leur avait désignés. Ils ont apporté le lecteur de métal, là. Donc là, vous reconnaissez la bobine d'émission, il y a 2 bobines de réception, vous en avez 2 versions, 2 exemplaires, pas de problème, et qui est traîné par une motonène robotisée avec un GPS et qui suit une trajectoire préprogrammée. Comme ça, si jamais il y a certains dans une crevasse, il n'y a personne ça tue personne. Donc ils ont envoyé sur des trajectoires préprogrammées, puis avec le machin. Alors ils s'arrêtaient pour faire les mesures quand même. Donc ils s'arrêtaient, ils faisaient une mesure, ils s'arrêtaient, ils faisaient une mesure, ils faisaient une mesure. Et donc ils ont d'abord envoyé les cibles secondaires de la 2B. Alors la 2A a été. Ils ont aussi d'abord récupéré en premier, ils ont récupéré leur truc pour mesurer le drift. Alors ils ont réussi à récupérer le morceau de titane qu'ils avaient enterré. Ils ont réussi à récupérer le trièdre, mais par contre ils n'ont pas réussi à récupérer la sphère luminaire parce que de base c'est une boule de plastique. C'est une boule en plastique avec un petit peu de métallisation qui est juste argentée sur la face inférieure. Donc ça, le détecteur de métal, il ne le détecte pas. Donc la sphère luminaire est restée là-bas. Il faudra qu'on en rachète une autre. Mais bon, voilà. Donc on ne peut pas savoir aussi la dérive qu'il y avait au plus près de la cible. Parce que la cible lumière, c'est celle-là qui était la plus proche de la cible. Donc, malheureusement, on n'a pas pu estimer très précisément la dérive au niveau de la cible. Mais on s'est basé sur sur les 63 mètres d'été sur l'autre. Alors ils sont d'abord allés au cible secondaire, donc, parce que c'était plus accessible. Ils ont vérifié que la cible de 1 n'en était pas une. Donc, le détecteur de métal ne nous dit pas qu'il y a des métal à cet endroit-là. La 2B, ils se sont trompés de crevasse, donc ils sont passés peut-être un peu trop loin. Et le 23 mai, ils sont allés dans la zone de crevasse. Alors, ils y sont allés en hélicoptère, vous verrez comment après. Mais ils ont démonté leur capteur pour mettre dans l'hélicoptère. Donc ils ont démonté Oui, 5 minutes, je suis fini après. C'est la fin de l'histoire. Oui, je vous raconte un peu les détails de la fin de l'histoire. Donc ils ont démonté en hélicoptère juste la bobine d'émission. Et sur le terrain, ils ont installé la bobine d'émission avec des bouts de bambou et du ruban adhésif. Donc là, ce que vous voyez, c'est la bobine de réception, les câbles qui vont vers le générateur et les PC de l'assurance, la boucle d'émission qui est ici, qui est juste posée sur le sol, maintenue avec du bambou et du scotch, quoi. Et il la mesure comme ça. Pour se déplacer, ils sont obligés de déplacer en traînant ce machin sur le sol, puis en le proposant à côté, on va faire la mesure à côté. Et en fait, mais ils n'ont pas eu besoin non plus de déplacer, parce que quand ils ont posé sur les coordonnées de la cible qu'on leur avait données, ils ont dit voilà, il y a une grosse masse ils ont une réponse qui était vraiment pas ambiguë. Alors je vous mets la réponse là, parce que c'est la courbe noire. Donc ça, en orange, c'est la courbe qu'ils ont obtenue sur quand il n'y avait rien. Ça, en bleu, c'est ce qu'ils obtenaient avec les 80 kg de titane enterré sur la cible, puis ce qu'ils obtiennent à un autre point. Alors ils se disent il y a quelque chose là. Arrêtez tout, ils ont envoyé un message satellite, on a trouvé quelque chose, il y a quelque chose à cet endroit-là, c'est bon, on a trouvé. Nous, on a un peu rassurés. Et ils ont déplacé après de quelques mètres le bambou pour essayer de trouver l'écho le plus fort, et ils étaient en fait à une dizaine de mètres après de l'endroit de l'écho le plus fort. Donc ils ont marqué cet endroit, ils ont planté des drapeaux, ils ont vidé tous les jus de tomates, les jus d'orange qui leur restaient pour colorer la glace à cet endroit-là, faire une grosse tache colorée. Et ils ont marqué avec le drapeau noir aussi un endroit où il ne fallait pas se poser, parce que la crevasse qui est juste à côté, le drapeau noir. Et ils sont partis parce que c'était vraiment la fin de la mission, il fallait qu'ils rentrent. Donc ça s'est pris l'hélicoptère en partant. Et donc, pendant ce temps, moi j'ai continué à calculer les images en bandelle et en UHF pour faire le même traitement, voir si est-ce que la bandelle en UHF aurait réussi à trouver aussi l'objet. On savait maintenant que l'objet était trouvé. Et en fait, en bandelle, c'est moyen. En mode UHF, on voit rien, on les voit pas en fait. Par contre, l'image en mode UHF, elle aura beaucoup servi. Ça, c'est l'exercice de mode UHF. Vous voyez qu'on voit énormément de choses sous la glace. C'est pas cette image-là qui les intéressait. Je leur ai fait une image qui est focalisée au niveau de la base des crevasses. Alors, l'intérêt de cette image, c'est qu'on voit bien les crevasses. C'est une image entière, vous voyez mieux. Voilà. On voit bien tous les faisceaux de crevasses. Alors, la cible, elle était par là, dans cette zone de crevasses. Alors, on peut même faire un traitement qui renforce les crevasses. Alors, l'image est moins jolie quand on renforce les crevasses, mais voilà, vous voyez que la cible est vraiment dans une zone où il y a une densité de crevasses. Ils ont calculé que s'ils se posaient au hasard avec l'hélicoptère là, ils avaient une chance sur 10 de tomber sur une crevasse. Donc voilà, ça leur a servi quand même, cette carte leur a servi. Donc ils ont comme ça choisi de se poser entre deux crevasses sur la zone safe. La suite, vous l'avez dû lire dans les journaux. Donc quand ils sont revenus, ils ont donc creusé à cet endroit-là pour sortir les deux drapeaux rouges. Oui. Et donc ils ont creusé quelques tonnes de glace à pelleter, les couches de glace, ils ont traversé la tronçonneuse. Et ils sont arrivés à 80 km de profondeur sur la cible qu'ils ont dégagé en jetant l'air chaud dessus. Alors vous voyez là. Alors vous remarquez aussi qu'ils sont toujours accrochés par un câble. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste à côté d'une crevasse.
ils utilisent l'air chaud, ils balancent une énorme quantité d'air chaud pour faire fondre la glace à cet endroit-là. Si jamais la paroi de la crevasse s'effondre et tout est entraîné dans la crevasse, ils n'avaient pas envie de se retrouver 30 mètres plus bas. C'est pas une situation d'avenir, ils étaient tous accrochés et dès qu'ils ont pu, ils ont raccroché l'objet aussi. L'objet, ils ont vite passé un câble dessous pour essayer de dire que si jamais tout se casse la figure, ils le retenaient. Voilà. Et donc là, vous voyez aussi, les petites couches foncées, là, il y en a une là et une là. Et en fait, ce sont les fameuses couches estivales. Vous voyez, avec la couche estivale là, c'est celle qui était juste, c'est l'été qui précède l'accident. L'accident s'est produit fin septembre, en fait, l'acide a écrasé, a traversé la couche et c'est enfoncé 36 mètres plus bas. Voilà, donc ils ont récupéré, voilà, l'acide attaché. Alors en gros, ça c'est une schématique un peu de ce qui s'est passé, juste pour montrer un peu qu'après coup on a pu restituer ce qui s'est passé. Donc quand il y a eu l'impact, ça a traversé la couche de glace qui était presque en surface à ce moment-là, en septembre, tout début de l'automne. Et dans ce sens enfoncé, la surface était à 30 cm, la pièce a pu avoir à 30 cm de la surface. Quand on a fait l'image, elle était à 1,80 m de profondeur, et quand on l'a récupérée, elle était donc à 3,30 m de profondeur. Enfin, le haut de l'objet était à 3,30 m de profondeur. Ce qui a dû se passer quand l'hélicoptère est passé dessus, 5 jours après, ben, c'est que le vent avait soufflé la neige en surface, et que ça avait comblé un peu cette espèce de trou de 30 cm de profondeur. Ben, le chasse-neige a dû mettre de la neige dedans, et comme ça faisait que 80 cm de diamètre, ben, ça se voyait plus, quoi, en gros. Voilà, et donc ça c'est la cible pour récupérer. Alors, la conclusion de tout ça, hein, j'ai arrêté de vous dire simplement. Donc en gros, la pièce a été récupérée. Alors ça c'est très important d'un point de vue d'enquête sur l'accident, parce qu'en fait, c'est pas du tout, la pièce n'est pas du tout cassée comme vous avez pensé. Alors, quand il y a eu un accident comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend tous les réacteurs du même, du même modèle, surtout en particulier les pièces qui ont été fondues en même temps ou forgées en même temps, le même jour, etc. Et on va les examiner au microscope. Hein. Et donc ils ont regardé toutes les pièces de ces réacteurs et ils se sont aperçus que sur certaines des pièces de moyens de réacteurs, il y avait des petites stries faites soit par tournevis, soit par une clé, soit une pince. Et que peut-être des ouvriers, pour essayer de sortir le joint qui permet de fixer les pales, de verrouiller le système de fixation des pales, avait utilisé un tournevis pour forcer un petit peu le levier et avait blessé le moyeu. Et c'est peut-être ces criques-là qui, au fil des cycles, se propagent et puis entraînent la rupture. C'était ça la théorie en vigueur, donc ils étaient en train de chercher qui avait pu faire ça, etc. Et finalement, ils se sont rendus compte que l'origine de la crique était en plein milieu de la pièce, sous une pale, et qu'en fait, c'était ce qu'on appelle une zone microtexturée. Alors le métal juste, s'il y en a ici, là. Les zones microtexturées, c'est des zones où les cristaux de l'alliage se mettent un petit peu tous parallèles, et ça fait un point de faiblesse. Et on ne savait pas que sur l'alliage de titane, cet alliage de titane qui est utilisé en énergie depuis une cinquantaine d'années, ce type de défaillance pouvait se produire. Donc là, ça a été vraiment une mauvaise surprise, une bonne surprise pour les naturalistes. Donc ils se sont dit, bon, d'abord on va déjà concevoir une nouvelle pièce avec des marges structurales plus fortes, et on sait maintenant quel est le type de défaut qu'on va chercher. Donc on peut essayer par des techniques ultrasons et de multimétrie pour essayer de repérer les défauts. Donc ils ont fait un plan de maintenance des appareils pour vérifier ça, sur les autres types d'avions aussi, parce qu'en fait c'est le même alliage qui est utilisé, hein, c'était pas dû à ce design particulier. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc, quand les métallurgistes, quand ils m'ont vu venir leur présenter le résultat, ils m'ont embrassé. C'était vraiment très très content. Hein. Les gens, les spécialistes du titane, ils se sont vraiment dit, là vous nous avez trouvé un truc important. Alors d'autre part, ça nous a permis aussi d'apprendre comment c'est des questions. Mais en gros, on a appris aussi beaucoup de choses dans cette mission. Déjà, si un accident comme ça se produit, on fera pas. Il y a un certain nombre d'erreurs qu'on a faites qu'on ne fera pas. On essaiera de devenir le plus vite possible quand la neige est le plus fin possible, etc. Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fera pas. On a appris beaucoup de choses sur ce qu'il fallait faire. On a appris beaucoup de choses sur nos propres radars. On a appris comment calibrer aux petits oignons la géométrie de notre image et tout. Enfin, on a beaucoup appris en sciences aussi. Les glaciologues sont très intéressés par les images qu'on a sorties, parce que ces images qu'ils ont observées pour les crevasses, là, elles les intéressent aussi pour leur science à eux. Hein. Donc pour leur côté scientifique aussi, ça c'est intéressant. C'est pas ce qu'on faisait, on n'est pas parti à faire la science, on devait retrouver un mouillé de réacteur, mais voilà, on a aussi fait un peu de science. Voilà, donc si vous avez des questions, j'ai été vraiment très bien. Une question. Voilà. Est-ce que la chaîne elle a été utilisée pour notre mission? Tout ce que vous avez développé là? Alors tout ce qu'on a développé spécifiquement pour ça, en fait, oui et non. Les histoires d'estimation de réponse en fonction de l'angle, ça sert à. J'ai quelques collègues qui font de l'eau, parce que la mer c'est un peu pareil. Hein. La mer c'est pas isotrope, c'est pas l'anversien. Le fouillis de mer ça intéresse beaucoup de gens pour des raisons militaires. Disons, voilà, pour voir des choses sur la mer, des bateaux, des missiles qui viennent, enfin des choses comme ça. Donc les militaires ils aiment beaucoup étudier ce genre de choses. Je m'occupe pas de ça, hein, mais
cette procédure, elle les intéresse beaucoup. Le calcul du bruit, oui, parce que ça, finalement, c'est intéressant d'avoir un bruit qui est plus précis que celui qu'on avait. Nous, on a un bruit un peu à la louche avec les stations radar. Là, on a le bruit qui est fait avec des mesures dans l'avion. Donc, même quand on passe près d'un brouilleur, ben, le bruit est inclus et injecté en traitement. Donc, on sait, à tout moment sur l'image, on a une carte du bruit, et on sait où il y a du bruit dans l'image, en fait. Donc, c'est jamais perdu, ce genre de choses. Voilà. La chaîne, le radar lui-même, il circule tous les jours, en fait, tout le temps, quoi, en fait. Dans 2 semaines, il part dans les gens, il fait des mesures d'objets enterrés, on enterre des choses dans le sable sec. Dans le sable sec, on va voir. Voilà. C'est un peu la même chose que la neige, on va retrouver des choses. Dans les années en 2001, on a fait une thèse sur la détection des palais au sol sur le duc du Pilat. Bon, il y avait d'anciennes couches de sol dans la dune du Pilat à travers le sable. Bon, il y avait beaucoup plus, donc ça n'a pas très bien marché, mais dans des bandes basses. Donc, voilà, c'est des choses qui sont quand même utilisées. C'est utilisé souvent. Bon, puis ça sera peut-être réutilisé s'il y a de nouveaux accidents là-bas. Bon, en fait, on a un projet avec les Danois. Depuis que Trump a voulu racheter le Danemark, les Danois veulent plus travailler avec la NASA pour faire ces vanités, donc ils vont nous envoyer faire des vanités pour les explorations bactériologiques. Il a voulu racheter Groenland, pas Danemark. Oui, Danemark, Groenland a annoncé le Danemark, non, ça oui. Donc, il veut toujours. Oui. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on comprend, c'est proche. Mais en fait, il ne sait pas que les Danois sont des négociateurs beaucoup plus durs que les Français qui ont vendu Louisiane pour... On ne prendra pas cette période non plus. Je ne veux pas rentrer dans la folie. Non, mais bon. Je voulais juste provoquer. Non, mais on y retourne normalement. Alors, avec le Covid, malheureusement, je devais y retourner au Groenland au mois de mai pour préparer une nouvelle mission au Groenland. Et puis, bon, avec le Covid, finalement, la réunion s'est pas faite. Donc, le Covid a un peu changé les plans. Mais ce n'est que partie remise, je pense. On y retournera. J'ai envie d'y retourner. C'est très, très difficile comme endroit. C'est vraiment des endroits assez invivables. Mais c'est quand même fascinant parce que c'est un des derniers déserts, enfin ça et l'Antarctique, c'est quand même un des derniers déserts sur Terre qui sont des vrais déserts. Parce que je suis allé dans le Negev, c'est un peu surprenant, mais il y a des usines partout. Quoi. Un peu, voilà. Là, c'est un vrai désert. Quoi. Atacama, il y a un gros télescope, enfin bon. Là c'est un vrai désert, il n'y a rien. Quoi. Si vous avez d'autres questions. Qui a payé en fait? Parce que ça c'est énorme en coût, j'imagine. C'est énorme pour nous, ça a coûté 2 millions d'euros. 2 ou 10? 2 millions d'euros. Ah non, je crois. Voilà, ça va. Un incident comme ça, péter un réacteur sur un avion de ligne, ça a coûté à tout le monde, hein, grosso modo, entre les compagnies aériennes, les constructeurs du réacteur, les assurances, etc. Ça a coûté 1 milliard d'euros, grosso modo. C'est un événement à 1 milliard d'euros. Donc 2 millions d'euros sur 1 milliard d'euros. 0,2%. On a dépensé 0,2% pour construire le morceau. Ils ont fait une bonne affaire, ils sont assez contents. Honnêtement, ils n'ont pas compté, hein. Ils ont été très généreux. Voilà. Il faudra demander plus cher la prochaine fois. Non, mais ça fait vraiment partie de notre mission. L'ONERA, c'est quoi? Je veux dire, le HAD, l'ONERA, c'est aérospatial maintenant, c'est aéronautique à l'origine. C'est une mission. Améliorer la sécurité du transport aérien, c'est notre mission. Donc,